Nous avons toujours été un petit peu dans l'illusion de croire que nous faisions toujours un petit peu mieux, etc. Les époques d'aujourd'hui nous montrent que nous sommes dans une phase de décivilisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de perdre un certain nombre de repères fondamentaux. Et finalement, on devient quoi? On devient des espèces d'objets individuels qui sont ballottés, qui s'entrechoquent les uns avec les autres, mais qui ne partagent plus vraiment grand-chose. Et c'est la première des barbaries, c'est la coupure du lien à l'autre. Dans les champs mémoriels d'un individu, il n'y a pas que la mémoire du temps de l'ici et maintenant, mais il y a aussi sans doute une mémoire qui est consubstantielle à l'origine même de l'individu, jusque dans ses racines qui sont les racines même de l'humanité. Jung expliquait, il résumait après ça finalement dans une phrase en disant que à tout moment l'inconscient est capable de prendre le pas sur le conscient pour conduire l'être à la métamorphose. Acceptons cette idée fondamentale que la vie est un risque à prendre, et à partir de ce moment-là, donnons-nous simplement le droit de la vivre pleinement. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Henri-Michel. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux, les locaux de l'Institut français de Shiatsu rue Monge à Paris. Alors vous êtes praticien en Shiatsu, une pratique japonaise elle-même issue de la médecine traditionnelle chinoise, qui s'articule autour de la circulation de l'énergie vitale dans l'organisme. Vous êtes aussi conférencier et auteur. Vous êtes notamment l'auteur du best-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et vous publiez un nouvel ouvrage intitulé « Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir » aux éditions Albin Michel. Un livre qui s'inscrit dans le prolongement de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », mais qui propose aussi de nouvelles clés pour comprendre les mécanismes de la maladie et de la guérison. Alors, dans le préambule de votre livre, vous dites que ce livre est un cri pour la vie et vers la vie, un cri pour réveiller les consciences et rappeler à l'être humain qu'il est noble et porteur d'une lumière qui signe la présence du sacré en lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Vaste sujet, vaste projet. J'essaye de transmettre une croyance, une passion, une pensée vers ce qui fait la particularité de l'humain, à savoir cette verticalité qui est la signature que pour moi, dans sa densité physiologique, il est habité par quelque chose qui le tracte plutôt vers le céleste et vers le haut. Et que quel que soit le paradigme dans lequel on parle et on évoque cette question-là, on peut à minima réunir tout le monde autour d'une idée ou d'un concept global qui s'appelle la conscience. Et qu'à partir du moment où cette conscience, elle est présente et elle habite la réalité physiologique qu'on va appeler le corps humain, eh bien ça produit un ensemble qui, par ce fait et par cet équilibre et par ce travail d'équipe entre la réalité physique et les champs du subtil, eh bien, va conduire à un état d'harmonie qui s'appelle l'homéostasie dans le corps et qui s'appelle, on va dire, la vie, même avec un V majuscule. Or, effectivement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui quand on observe les comportements des humains et la manière avec laquelle nos sociétés ont vidé notre rapport à la vie de cette substance fine qui s'appelle les champs du subtil, eh bien, nous nous comportons de manière à générer de la coupure et de la rupture en nous. Et que ce non-respect du vivant, qui est au plus profond de nous-mêmes, est peut-être bien une des racines et une des sources premières de nos souffrances, de nos tensions, voire éventuellement même de la maladie. Oui, parce que vous parlez dans le livre effectivement d'un échec patent, finalement, des sociétés modernes qui, en voulant nous faire croire que le sens du progrès humain était la conquête de la facilité, finalement le confort matériel, nous ont conduit dans une impasse. Et vous ajoutez, nous ne sommes plus des vivants, mais des survivants en fait aujourd'hui. Oui, nous sommes dans une espèce de course à l'échalote, dans une espèce de quête de l'inutile et dans une espèce de tension réflexe qui serait de remplir un vide que nous croyons être à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que nous avons perdu le sens de ce que nous sommes. Nous sommes devenus des consommateurs, nous sommes devenus donc des gens qui existent par le fait de la satisfaction des sens. Mais peut-être bien que l'essence même de l'humain, leur projet et leur devenir, il n'est pas là. Il est peut-être dans quelque chose d'autre qui est une conquête d'un champ un petit peu plus vaste et un petit peu plus noble, qui est ce qu'on va appeler l'âme, ce qu'on va appeler l'essence ou la conscience que j'ai évoqué tout à l'heure. Il suffit d'ailleurs d'être capable de faire la différence entre les notions du plaisir et les notions du bonheur.
plaisir est quelque chose qui satisfait des sens et qui va se vivre et se conquérir pour soi, et la satisfaction de soi à travers les sens, et la manière avec laquelle ce que nous consommons va nous permettre de satisfaire le besoin des sens. Le bonheur est quelque chose de totalement différent, puisque lui, il est quelque chose qui n'est pas solitaire, qui est quelque chose qui se partage. Je donne souvent cette image à travers le fait que je passe devant une pâtisserie et je vois un très beau gâteau ou quelque chose qui me ferait plaisir. Je rentre dans la pâtisserie, j'achète le gâteau, je vais sortir, je vais consommer le gâteau, j'aurai satisfait mes sens, je me serais fait plaisir. Si je rentre dans la même pâtisserie, que je vois le gâteau qui me fait plaisir, et qu'en sortant, je vois un enfant dans les yeux duquel je vois une véritable envie vis-à-vis de ce gâteau, et que je le lui donne, je ne vais pas avoir satisfait mes sens, mais je vais avoir apporté quelque chose d'essentiel qui va s'appeler du bonheur, parce que j'aurai partagé quelque chose. Et cette essence même qui fait de l'humain un être qui est un être de partage et un être de compréhension des autres, il est à la base même de la raison qui est la sienne, de la raison qui est sa survie et qui est la raison qui est son sens. Si nous ne sommes que dans la satisfaction des choses, nous sommes dans une horizontalité. Et cette horizontalité, elle a toujours une échéance et une fin, et qui est celle qui nous met en tension et qui nous met en état de survie. C'est pour ça que j'évoquais cette question de la notion de survie. Toute nos mythologies et l'histoire du monde nous montrent cela. Et peut-être bien que dans les temps où nous sommes en capacité à revenir au centre de nous-mêmes et au plus profond de nous-mêmes, nous allons quitter ce champ-là de la survie pour réinstiller en nous quelque chose qui est finalement peut-être une sorte d'étincelle ou d'essence de vie que toutes les traditions du monde connaissent et qui est celle de la noblesse de l'âme. Alors, vous parliez justement de cette notion de partage, le fait que l'être humain, effectivement, retrouve un peu le sens du sacré et parvienne à s'élever. Vous dites que, bon, dans la première partie du livre, quand vous abordez les causes externes qui fragilisent le corps, qui l'affaiblissent et qui préparent le terrain à la maladie, vous insistez sur le caractère barbare des temps que nous vivons aujourd'hui, hein, en soulignant que la violence de nos sociétés modernes n'a pour vous rien à envier à celle des premiers âges de l'humanité, même si de nos jours, notamment en Occident, elle s'exprime davantage sur le plan psychologique. En quoi la société moderne est-elle barbare pour vous? La société moderne est barbare en ce sens qu'elle écrase l'individu, qu'elle le fait rentrer dans un moule dans lequel il doit correspondre à une norme fondamentale et basique, alors que l'essence même de l'être humain et de l'individu, c'est d'ailleurs dans son nom propre, individu, c'est une individualité, c'est quelque chose qui est propre et qui est différent. Nous avons construit petit à petit une culture qui fait que l'autre devient un risque ou un danger, dont nous cherchons absolument à nous protéger, et les dernières manières de réagir à la dernière crise sanitaire en ont été une démonstration flagrante. Nous sommes dans des temps barbares parce que nous constituons quelque chose qui est la crainte et la peur de l'autre, qui va générer chez nous quoi comme réaction? Eh bien, au-delà de la question de la survie que nous évoquions tout à l'heure, une espèce de réflexe latent de besoin de protection face aux risques que l'autre peut présenter. Ces temps barbares, ils vont même au-delà de cela, ils vont dans la manière avec laquelle nous faisons vivre les gens dans des environnements comme par exemple les milieux urbains, où on a fait de différents types de populations en fait des concurrents, des ennemis, des gens qui luttent les uns contre les autres, que ce soit à travers les modes de circulation, à travers les vecteurs ou les outils qui sont utilisés. Et finalement, on devient quoi? On devient des espèces d'objets individuels qui sont ballottés, qui s'entrechoquent les uns avec les autres, mais qui ne partagent plus vraiment grand-chose. Et c'est la première des barbaries, c'est la coupure du lien à l'autre. Et cette coupure du lien à l'autre, eh bien, elle crée la vacuité en soi, parce qu'on n'a plus d'effet de résonance, on n'a plus de mise en rapport avec ces autres, dans la manière avec laquelle ce qu'ils nous renvoyaient nous nourrissait et constituait en nous quelque chose qui faisait que nous étions en capacité de grandir. Cette barbarie, on la retrouve dans la manière avec laquelle on éduque et on élève les enfants. On voit bien aujourd'hui quelle est cette chose terrible qui fait qu'une société, à un moment donné, fabrique des jeunesses dont l'issue, c'est la désespérance, dont c'est la quête des jeux de la mort, ou etc., qu'on voit dans les cours d'école, ou etc. Cette fuite irrépressible vers ces réseaux sociaux qui sont le nivellement de soi, qui conduisent parfois même certains enfants jusqu'au suicide. Cette barbarie, on l'a encore plus loin, on l'a jusque dans les plans alimentaires, dans la manière avec laquelle on nourrit les animaux, de la manière avec laquelle on les, entre guillemets, on les élève. D'ailleurs, on ne les élève plus, on les produit. Et donc, on a transformé des êtres vivants en usines à viande, des plantes en usines à végétales, mais on a coupé l'essence de vie de tous ces éléments-là.
Et qu'est-ce que l'on ingère, si ce n'est toute cette barbarie? Et j'évoque à un moment donné certaines expériences qui avaient été faites et qui ont montré combien, mais finalement, ce dont nous nous nourrissons porte cette mémoire de souffrance que nous avons infligée au vivant. Et que ce non-respect du vivant, il y a un moment donné, il nous revient. Et c'est peut-être bien lui qui fragilise des structures internes, que ce soit nos systèmes immunitaires ou nos manières de penser. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, avec la restauration de quelque chose qui s'appelle le microbiote, qui était quelque chose que la pensée pasteurienne avait rayé de la carte, que lorsqu'on traite des personnes et qu'on les soigne, sur le plan physiologique, avec des instillations de microbiote, cela, le microbiote, peut-être juste pour préciser... De ces micro-organismes qui participent à la vie en nous. Il faut savoir que nous avons plus de micro-organismes qui nous sont étrangers dans notre corps que nous n'avons de cellules. Et qui participent à la vie, qui ne sont pas des risques ou qui ne sont pas des ennemis. Et que quand on traite des gens en faisant ces réinstillations au niveau du microbiote, on découvre avec étonnement que ça traite certains états dépressifs et que ça a des effets au niveau du psychisme. Et que par conséquent, cette espèce de travail d'équipe qui se passe entre la réalité physique et la réalité psychique, eh bien, n'est pas quelque chose d'illusoire ou d'imaginaire, mais c'est une véritable réalité. Et que cette réalité, eh bien, elle nous rappelle à nous, et elle nous rappelle à notre devoir d'être humain. Et les temps barbares que nous vivons, la manière avec laquelle nous avons focalisé nos attentes, et la quête et la conquête qui étaient la nôtre. Dans tous les mythes, la quête et les conquêtes du héros, que ce soit dans les mythologies gréco-romaines comme dans la quête d'Arthur, c'était quelque chose qui appartenait au champ du sacré. Aujourd'hui, les saints ont été remplacés par des héros. Le mythe, c'est de devenir un grand footballeur. Et cette quête à la conquête de la matière n'a été que la conséquence de ce que le mythe et l'histoire de Moïse nous racontent avec la reconstruction du veau d'or. Nous avons remplacé comment on va dire ça, les icônes par des idoles, et parce que ces idoles sont beaucoup plus faciles à adorer que des icônes qui sont des choses un peu plus abstraites. Alors, on va reparler de ces notions, justement, de ce syndrome de l'idole et de ce culte du veau d'or. Peut-être juste, je voulais revenir avec vous sur cette expérience dont vous parliez, qui était réalisée dans les années 50, 60, je crois, aux États-Unis par le professeur James McConnell, sur les mémoires ingérées. C'est-à-dire qu'en fait, cette expérience réalisée sur des vers planaires, elle montre que quand on mange un animal qui a été maltraité, qui a souffert pendant son élevage, donc un animal industriel généralement, on ingère en réalité cette souffrance nous-mêmes, il nous la transmet, c'est ça? Oui, on ingère en fait que la réalité biologique, elle est manifestement porteuse de quelque chose qui s'appelle des mémoires. Il y a eu d'autres expériences beaucoup plus récentes qui ont montré comment les champs cellulaires étaient porteurs de mémoire. Ces fameuses expériences ont été faites aussi avec des vers planaires dans l'université de Tufts à côté de Boston, qui démontrent que ces fameux vers planaires, quand vous les coupez en deux, quelle que soit la partie du corps, celle où il y a la tête ou celle où il y a la queue, elle repousse. Et la partie où il y a la queue fait repousser une tête, etc. Et que ces vers à qui on avait appris un chemin particulier de petits points lumineux qui les conduisaient à la nourriture, eh bien la moitié du ver qui avait été tranché, qui était la queue et où la tête a repoussé, a retrouvé le chemin de la même façon. Montrant donc que la mémoire n'est pas que simplement un fait neuronal ou un fait cérébral, mais qu'elle est sans doute un fait cellulaire. Mais si on part de l'idée qu'il y a une mémoire cellulaire, à partir du moment où on engrange et où on ingère des cellules d'un être qui a été un être vivant, à partir de quel moment on va commencer à poser la limite et dire qu'on ne va pas ingérer les mémoires de ce qu'a été son vécu ou son vivant? Et ça, le professeur McConnell l'avait montré en ayant généré un réflexe de Pavlov, un réflexe conditionné chez une population de vers. Il a fait ingérer cette population à une autre population de vers qui n'avait pas été dressée à ce réflexe conditionné. Ah oui, c'était des vers anthropophages. Voilà. Enfin, ils sont anthropophages, c'est-à-dire que les vers planaires consomment leurs congénères morts. Ils ne tuent pas pour consommer, mais s'ils rencontrent sur leur chemin un congénère qui est mort, ils vont s'en nourrir. Et que ceux qui se nourrissaient de ceux qui avaient été, chez qui on avait généré le réflexe conditionné, se mettaient à avoir le même réflexe. Et que par conséquent, il y a la transmission sans doute de quelque chose, un champ informationnel. Quel est-il? Où est-il? La science n'est pas capable de le montrer aujourd'hui, mais toujours est-il que manifestement, il semble qu'il existe. Et ça nous amène à de profondes réflexions.
Parce que si effectivement le vivant est porteur de champs mémoriels qui peuvent être transmis, nous avons beaucoup à réfléchir sur ce dont nous nous nourrissons. Parce que nous nous nourrissons de souffrances. Nous nourrissons de formes de vie qui ont été forcées, contraintes, qui ont été brutalisées, qui ont été maltraitées. Je ne vais pas venir ici sur la manière avec laquelle on élève, on abat et on transporte les animaux. Il en est exactement de même avec les plantes. Et que par conséquent, il y a une vraie question, une vraie réflexion à mener sur notre comportement global avec la vie et le vivant. Parce que cette vie et ce vivant, à un moment donné, elle pénètre en nous puisqu'elle nous sert à nous nourrir. Et si elle nous transmet la mémoire qui a été celle de la manière dont elle a été conçue, il est bien évident que nous recevons en nous des mémoires de souffrance, de tension et de difficultés qui peut-être sont à la base de compensations que nous mettons en place, voire de pathologies qui peuvent émerger. Pour illustrer aussi ce propos sur la barbarie qui imprègne les sociétés modernes, vous évoquez la célèbre expérience de Milgram, donc une expérience menée dans les années 60 aussi aux États-Unis par le professeur Stanley Milgram, qui finalement était destiné à mesurer le degré de soumission d'un individu à l'autorité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette expérience témoigne de la persistance d'une forme de barbarie chez l'être humain ? Elle est terrible, cette expérience, parce que elle montre qu'à partir du moment où, quelles que soient les raisons ou le contexte, un individu se sent couvert, entre guillemets, par une autorité, peut révéler un comportement qui est particulièrement violent ou particulièrement déconnecté du réel et de la réalité. Milgram a construit cette expérience parce qu'il voulait essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu faire qu'à l'époque de la solution finale des nazis, des individus du quotidien, entre guillemets, normaux, qui avaient un travail normal, qui avaient une famille, qui avaient des enfants, avaient pu participer à cela, avaient conduit des trains, avaient amené des gens dans des prisons et avaient participé à cette solution finale. Et il a mis en place un processus expérimental dans lequel on demandait à un cobaye d'infliger des souffrances par des décharges électriques à un cobaye en fait qui était un comparse. Qui était complice. Voilà, pour l'obliger à se souvenir d'un certain nombre de propositions qui lui avaient été faites. Et qu'à partir du moment où le cobaye était couvert par un scientifique qui avait une blouse blanche, etc., il était capable d'aller jusqu'à envoyer des décharges électriques mortelles. Qu'est-ce qui pouvait faire qu'à un moment donné, un individu abdiqué de sa propre raison, de sa propre sensibilité, et du moment où il était censé être capable de poser des limites et de dire non, ça je ne fais pas, et comment cette barbarie, qui était quelque chose qui était vraiment fondamental chez l'individu, qui se traduisait à travers ce moment de la soumission, pouvait continuer encore à exister dans des époques comme les nôtres où théoriquement elle avait été, on va dire, rayée de la carte. C'est un constat qui est un constat particulièrement complexe et mais qui fait que l'on voit réapparaître cette barbarie dans tout un tas de situations dans lesquelles, à des moments donnés, des individus vont être mis dans des conditions qui sont favorables à cela. Ce que Jung avait évoqué, appelé à un moment donné notre part d'ombre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au plus profond de nous-mêmes, un individu va être conduit à aller vers un comportement qui serait agressant, violent ou blessant vis-à-vis des autres. C'est troublant de voir qu'aujourd'hui on peut se battre pour une place de parking. Oui, c'est aussi ce qu'Hannah Arendt appelait la banalité du mal, finalement. Oui. Et je crois que vous dites d'ailleurs que la crise sanitaire du Covid que vous évoquiez tout à l'heure, elle a pu s'apparenter sous certains aspects à une forme d'expérience de Milgram, finalement, un test de soumission à l'autorité oui. à grande échelle. Oui. On parlait tout à l'heure de ce syndrome de l'idole qui caractérise pour vous la société moderne et qui s'apparente en quelque sorte à un retour au culte du veau d'or. Et vous dites que finalement les peuples aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils sont redevenus des esclaves. Ils sont redevenus des esclaves de quoi ? De la consommation, de l'iPhone, de la chose à manger, de l'idole ou de la statue que l'on peut voir, c'est-à-dire de tous les éléments du matériel et de la matérialité, parce que ceux-ci sont faciles à identifier et faciles à s'approprier. À partir du moment où on quitte ce champ de l'idole,
ce chant du veau d'or pour aller vers quelque chose qui est plus proche de l'icône ou du saint, on est obligé là de quitter le champ de la matérialité pure pour rentrer dans quelque chose qui demande à s'ouvrir à un champ plus subtil, qui est celui dans lequel notre esprit va devoir être capable d'accepter ces champs du subtil qu'il le dépasse, qu'il ne maîtrise pas, mais dans lesquels il doit absolument avoir une confiance absolue. C'est quelque chose qui est absolument difficile dans le monde d'aujourd'hui où nous avons besoin de tellement de certitude, parce que nous n'avons non seulement peur de la mort, mais nous avons surtout peur de la vie. Nous avons surtout peur de la manière avec laquelle elle pourrait s'exprimer en nous et bousculer nos petites peurs et nos petites attentes. Et c'est ce qui nous amène à cette espèce de transfert. C'était Finkielkraut qui disait que nous avons remplacé les lieutenants par des tenants-lieux. C'est-à-dire que tous les représentants des strates intermédiaires, qui étaient ceux qui étaient censés montrer un chemin, qui étaient ceux qui étaient censés guider vers de la verticalité et vers de la hauteur, sont devenus en fait des gens qui sont eux-mêmes devenus l'objet de la fascination. Et c'est là où le lieutenant dans les armées, c'était celui qui faisait le lien entre les soldats de base et ceux qui commandaient, sont devenus des tenants-lieux, c'est-à-dire ceux qui ont remplacé cela. Et c'est là où le culte de l'idole et du veau d'or est apparu. Et ce qui est terrible et qui est démontré dans l'histoire de Moïse, c'est que pour reconstruire ce veau d'or, eh bien les gens ont abdiqué de tout ce qu'ils avaient de plus cher. Alors sur le plan de la symbolique première, c'est-à-dire les anneaux d'or, les bagues, les bijoux, les choses, etc., etc., mais si on transpose ça dans le champ du discours un petit peu plus vaste et un peu plus large, eh bien que pour pouvoir adorer l'idole, nous sommes prêts à abdiquer de tout ce que nous avons de plus cher. Et peut-être bien de notre dimension d'être entre guillemets subtil et vertical. Oui, on est prêt finalement à même renoncer à notre âme finalement en quelque sorte. Mais c'est le pacte méphistophélien. Oui, vous parlez d'ailleurs d'une culture moderne en fait qui promeut le paraître au détriment de l'être, où vous dites l'hystérie tient désormais lieu de profondeur, où les sensations, les émotions brutes tiennent lieu de maître et talon. Et vous parlez aussi de cette célèbre formule Juvénal du pain et des jeux du cirque. Là aussi, vous dites qu'on est revenu à ça finalement aujourd'hui. L'avons-nous quitté un jour? Je ne sais pas. Nous avons toujours été un petit peu dans l'illusion de croire que nous faisions toujours un petit peu mieux, etc. Les époques d'aujourd'hui nous montrent que nous sommes dans une phase de décivilisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de perdre un certain nombre de repères fondamentaux. Et ce que Juvénal disait à une certaine époque, nous le retrouvons aujourd'hui. Évidemment, il suffit de voir ce qui se passe dans les stades. Et donc, les stades d'aujourd'hui et les stades de l'époque de Juvénal, qui étaient à l'époque romaine, finalement, n'ont pas énormément de différence. Et que nous avons perdu le sens de cette distanciation et de cette abstraction, qui fait que, parce que nous devenions capables de mettre des choses en perspective, nous ne rentrions plus dans l'hystérie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ce champ de l'hystérie? C'est que tout est mis au même niveau. Il va y avoir une catastrophe ou un drame inimaginable. On va faire une marche blanche et silencieuse pour commémorer ça, pourquoi pas. Mais il se passe un accident de la route avec un autobus et qu'il y a des... On va faire aussi une marche blanche. Tout est mis absolument sur le même plan. Et donc il n'y a plus de recul, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus d'organisation. On est en prise avec l'instant et le temps du moment. Or, le propre même de la conscience, c'est cette capacité au recul. C'est cette capacité à se sortir du phénoménal de l'instant pour le mettre en perspective avec quelque chose, pour lui donner un sens, et voir dans quelle mesure ce phénoménal-là s'inscrit peut-être dans un parcours particulier. Mais pour pouvoir accepter cette idée-là, et comprendre qu'éventuellement un vécu, même inconfortable, participe peut-être à notre chemin de vie, il faut que nous soyons capables de revenir à cette mise en perspective. Il faut que nous soyons capables de refaire confiance à ce champ du subtil qui s'appelle la conscience en nous, qui est celle qui va nous amener ce petit clin d'œil d'éclairage, qui va nous faire comprendre que, ah ben oui, tiens, mais oui, peut-être bien que c'était aussi pour ça. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Vous donnez d'ailleurs un exemple qui est assez parlant dans le livre, avec des tortues et des aigles, qui illustre bien justement l'importance de prendre de la hauteur, du recul. Oui, parce que ça donne la vue d'ensemble, et ça permet de comprendre le pourquoi des choses, et pas simplement leur réalité mécanique. Alors dans la deuxième partie de votre livre, alors vous soulignez aussi qu'il n'est pas possible non plus d'expliquer toutes les maladies par les seules causes externes, ce qui serait assez pratique, mais que nos vécus et nos mémoires émotionnelles peuvent aussi produire ce que vous appelez des nœuds intérieurs, des tensions psychiques qui sont susceptibles d'affaiblir notre terrain et finalement de favoriser l'apparition, l'émergence de maladies.
Oui, très globalement, ce que l'on peut constater, c'est quoi? C'est que vous avez 10 personnes dans une pièce, il y a le virus de la grippe qui est présent, vous allez en avoir 5 ou 6 qui vont avoir la grippe, mais vous en avez 4 ou 5 qui ne l'auront pas. Et que donc, on voit bien que là, le virus tout seul n'est pas suffisant. Que le terrain va aussi prendre sa part. Or, qu'est-ce que c'est le terrain? Qu'est-ce que c'est qui fait le terrain? Qu'est-ce que c'est qui fait le potentiel immunitaire d'une personne? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont la vigilance suffisante pour ne pas se mettre en situation d'accident? Peut-être bien que là, il faut qu'on aille chercher des raisons et des champs explicatifs qui soient un peu plus vastes. À partir du moment où je suis dans un rapport à moi-même et à ma vie, dans laquelle je respecte ce que je suis, tant sur le plan physiologique que sur le plan psychique. Si je fais attention à la manière dont je me nourris, si je consomme en quantité et en qualité ce qui convient, si je fais attention à la manière avec laquelle je nourris mon esprit, c'est-à-dire je ne laisse rentrer en moi qu'un certain niveau et un certain type d'information, et que je ne passe pas mon temps à être autour de cette observation pathogène du monde et anxiogène du monde, telle qu'on peut nous la présenter, nous la proposer. Je vais globalement être plutôt dans un état d'équilibre et dans un état plus ou moins pacifié dans le rapport au vivant et à la vie. A priori, à partir de ce moment-là, il semblerait que l'ensemble de ma réalité psychobiologique soit suffisamment en équilibre pour répondre à des éventuelles agressions ou sollicitations du monde extérieur. Si en revanche, je suis quelqu'un qui, par mes comportements ou mes modes de pensée, fragilise cet équilibre à l'intérieur de moi, quand il y a un agent pathogène qui va arriver, eh bien, il va lui être beaucoup plus facile d'entrouvrir la porte et de faire son travail d'agent pathogène, c'est-à-dire de déclencher en moi le phénomène de la maladie. Et ce phénomène de la maladie va être la signature à la fois de mon déséquilibre de base et de départ, mais va aussi être une interpellation à ce que je resserre un petit peu les boulons, que je remette les choses un petit peu en face pour récupérer l'état de santé qui, par cet état d'équilibre, va me repermettre à nouveau de redevenir un individu qui avance sur le chemin de la vie aussi bien que possible. Et qu'on est là dans un process dans lequel la maladie ou le comportement accidentogène ne sont pas les résultats de la fatalité ou du hasard, mais sont sans doute le résultat de quelque chose qui est la signature d'une façon d'avancer sur ce chemin de la vie dans lesquels il y a une non-cohérence ou dans lesquels il y a une tension qui ouvre la porte à la pathologie. Oui, d'ailleurs, je crois que dans certaines cultures traditionnelles, alors en Orient, mais peut-être même aussi en Occident, il y avait aussi cette notion que quand il y avait des grandes épidémies, des épidémies de peste par exemple, ou avec une mortalité très très élevée, alors certains en réchappaient, et je crois qu'il y avait une croyance dans le fait que les gens qui en réchappaient, c'était pas uniquement parce qu'ils étaient plus solides physiquement, mais qu'il y avait aussi un aspect psychique, on va dire spirituel, et que c'était aussi des gens vertueux, en tout cas qui se conformaient à des principes, des préceptes. Alors, il peut y avoir ça, mais il y a aussi tout simplement une chose, c'est que la plupart des gens qui en réchappaient, c'était souvent des soignants. C'est-à-dire des gens qui avaient une raison d'être. Ils étaient plus dans l'état de victime qui subissait les événements ou l'effet de l'épidémie, etc. Ils étaient à l'intérieur de ça, ils savaient ce qu'ils avaient à y faire, et ils y trouvaient une raison d'être, un but. Est-ce que là, il y a quelque chose qui serait éventuellement immunostimulant? C'est-à-dire à partir du moment où l'individu est capable de donner un sens à ce qu'il est et à ce qu'il fait, à partir du moment où il est capable d'ouvrir son esprit pour accueillir le sens qu'éventuellement des tensions en lui peuvent signifier, à partir de ce moment-là, il redevient une entité qui a l'autonomie et qui a la capacité à réguler les choses à l'intérieur de lui. Parce que le principe de la vie, pour moi, fondamentalement, n'est pas quelque chose qui est destiné à nous mettre en tension ou nous faire souffrir. En revanche, sa destination, elle est de faire de nous des êtres en croissance et des êtres qui se tiennent droit. Or, il faut savoir que la station physique droit, elle demande de l'effort, elle demande du travail. Une vigilance et une attention permanente. Une vigilance, une attention permanente, ça s'appelle la proprioception, parce que c'est pas obligatoirement quelque chose dont on a conscience, mais nous avons des centaines de milliers de fibres et de neurones qui travaillent en permanence. On a constaté avec les spationautes qui sont pendant des périodes longues hors de la pesanteur, que leur structure physiologique, musculaire et osseuse se dégradait. Parce qu'elles ont besoin de l'effort, des chocs, des tensions, etc. Une résistance, en fait. Voilà. Et qu'il n'y a aucune raison pour que ça soit valable pour le corps physique et que ça ne le soit pas sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'il y a aussi une nécessité pour nous à une exhortation à être
Pas uniquement une exhortation à faire, ou à posséder, ou à s'approprier, ou à être capable d'agir, ou être dans la démonstration de force. Une appropriation à être, c'est-à-dire à faire partie de ce vivant qui s'appelle l'humanité, et à comprendre la part qu'on y joue, et à avoir la responsabilité du rôle qu'on y joue et qu'on y tient. C'est en permanence cette espèce de petite notion qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup d'écrits de science-fiction, ou etc., etc. Est-ce que si un individu un jour disparaît, peut-être que ça ne sera que la conséquence qu'il aura, ça sera la disparition de l'humanité. Et que je fais une analogie dans le livre avec les cellules corporelles, où quand je dis mais chaque cellule d'un ongle, d'un doigt, ou etc., etc., elle a son individualité. Elle a cette conscience individuelle et elle peut exister en tant que telle, et on le démontre dans le in vitro. Mais en revanche, elle a aussi une espèce de conscience collective, puisqu'elle appartient à une globalité qui s'appelle un corps et un individu. Et ça, c'est ce qu'on découvre dans le in vivo. Et qu'à partir du moment où une seule cellule dans le corps, qui commence à perdre cette conscience de l'appartenance à une globalité, dont l'état global dépend de cette simple cellule, eh bien, ça va finir par se traduire par ce que démontre le cancer, c'est-à-dire qu'une seule cellule qui dérape peut détruire l'intégralité d'un corps. Mais qu'à partir du moment où cette cellule garde sa conscience d'appartenance et accepte cette notion de cette appartenance à ce collectif qui s'appelle la globalité d'un corps, eh bien, à partir de ce moment-là, celui-ci existe et fonctionne correctement, parce que chacune d'entre elles joue le rôle qu'elle a à y jouer. Et que sur ce qui est la conscience de l'individu et la conscience d'être d'un individu, il y a une responsabilité qui est une responsabilité phénoménale, parce que c'est aussi, et ça doit être aussi, celle de l'appartenance à quelque chose de plus global qui s'appelle l'humanité. On reviendra sur cette question effectivement passionnante. Alors, vous parlez d'ailleurs dans le livre, hein, vous revenez sur les grandes figures en Occident cette fois qui ont influencé les mécanismes, enfin qui ont exploré, pardon, les mécanismes du psychisme au XXe siècle, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung notamment. Vous insistez alors plus particulièrement sur Jung, dont vous dites qu'il est celui qui a le plus profondément marqué la pensée psychologique et culturelle du monde moderne, et vous dites aussi que c'est celui dont la pensée va nourrir le 3e millénaire d'ailleurs. Oui, pour une raison très simple, c'est que au-delà des travaux de défricheur qu'avait fait Freud, Jung un jour a rencontré une tradition qui s'appelle l'Orient. Déjà, il était parti sur une idée que peut-être bien que la vision freudienne n'était pas suffisante quand elle résumait ce qu'était la pulsion de l'humain à travers la notion de libido et la problématique de l'Oedipe. Et Jung considérait qu'il y avait sans doute quelque chose d'autre, qu'il y avait un autre pan de l'individu, et c'est là où il a développé la notion du soi, qui était une notion qui était un petit peu plus verticale que la notion du moi, qui avait été développée par Freud. Il a ensuite développé ses travaux en pensant aussi que, contrairement à ce que disait Freud, il y avait un inconscient pas simplement individuel, et qui était cloisonné, qui était propre à chaque individu, mais que les êtres humains baignaient aussi et étaient interpénétrés par une dimension qu'il a qualifiée d'inconscient collectif, qu'il a découvert avec certains de ses patients, etc. Et puis un jour, il a rencontré un traité d'alchimie orientale qui s'appelle le mystère de la fleur d'or, qui lui a permis de comprendre aussi que le processus d'alchimie, en fait, était celui dans lequel, à travers la rencontre du yin et du yang, tel que l'Orient le proposait, était celui de la construction, en fait, non pas d'une pierre philosophale quelconque, mais d'une pierre philosophale très particulière qu'il appelait le principe d'individuation, c'est-à-dire la construction de l'individu dans le processus de ce qu'il appelait l'individuation, en pacifiant des pans internes qui étaient des pans qui étaient inverses, pas obligatoirement antagonistes, sauf si on les rendait antagonistes. Et cette notion de pacification était majeure. Et à travers sa notion de cet inconscient collectif et la rencontre avec l'Orient, la rencontre notamment avec le bouddhisme, la rencontre avec notamment les mandalas tibétains, etc., etc., et ensuite sa rencontre avec un physicien quantique qui s'appelait Wolfgang Pauli, eh bien, il a petit à petit développé une vision de l'individu, de l'inconscient individuel et de l'inconscient collectif dans lequel le champ de la verticalité était obligatoirement présent. Et c'est donc lui qui a réconcilié la compréhension et la conquête de la psychologie de l'individu avec le champ de la verticalité, avec le champ des subtils. Et c'est pour ça que Jung
a osé réutiliser le terme âme, a osé réutiliser les notions de réconciliation entre psychologie et religion, et de comprendre le comment, au-delà de la question des églises, qui est autre chose, l'être humain trouvait sa complétude dans le fait qu'à la fois il réconciliait sa dimension horizontale, dense, manifestée, consciente, présente dans l'ici et maintenant, et son inconscient individuel, avec quelque chose qui, de par son appartenance à une globalité plus vaste, constituait une verticalité qui était l'essence même de son équilibre. Donc effectivement, vous parliez de cette notion d'inconscient collectif, ce principe d'individuation que vous avez évoqué aussi. Et puis il y a aussi ce concept de synchronicité, donc là aussi qui est en lien finalement avec cet inconscient collectif dans lequel nous baignons en fait. Chacun a son propre inconscient individuel, mais qui est inclus, qui baigne en permanence dans cet inconscient collectif de l'humanité. Et donc cette notion d'inconscient collectif, d'individuation ou de synchronicité, finalement, elle suggère aussi pour Jung que le hasard n'existe pas et que, par conséquent, chaque rencontre que nous faisons au cours de notre vie a été voulue en quelque sorte parce qu'elle participe à la réalisation d'un besoin qui s'inscrit dans l'individuation de chacun, justement. Oui, c'est ce que Jung expliquait, il résumait après ça finalement dans une phrase en disant que à tout moment l'inconscient est capable de prendre le pas sur le conscient pour conduire l'être à la métamorphose, c'est-à-dire pour permettre la croissance de l'être, sortir du cocon, quitter le champ de l'horizontalité de la branche pour commencer à s'élever, et c'est ce que fait le papillon quand il s'envole ensuite. Et cette notion de la métamorphose, elle est essentielle, elle est fondamentale, surtout quand on l'enclenche effectivement avec la notion de l'inconscient collectif, parce que Jung considérait qu'à tout moment, chaque fois que nous en avions besoin, notre inconscient individuel était capable d'aller chercher dans l'inconscient collectif les champs informationnels ou provoquer les rencontres qui étaient celles qui allaient participer à notre croissance. Et que là, on est dans un processus dans lequel, bien évidemment, la notion du hasard n'a plus véritablement de place. Et c'était intéressant de voir que ça allait dans le même sens que certains débats extrêmement intenses qui existaient à son époque, avec des contemporains, mais dans les champs de la physique quantique. Et c'est ce qui a amené à un moment donné Jung à aller rencontrer un physicien quantique qui d'abord a été un de ses patients au départ, qui s'appelait Wolfgang Pauli, et avec lequel ensuite il a élaboré des théories bien au-delà du champ de l'inconscient collectif, puisqu'ils sont allés jusqu'à l'élaboration d'un inconscient qui s'appelle l'inconscient neutre, et qui est encore quelque chose d'un petit peu plus vaste dans lequel baignent les individus. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, c'est ce postulat que notre inconscient, pour Jung, du fait de son accès à ces niveaux d'information plus subtils, plus élevés, nous amène irrémédiablement, hein, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, enfin qu'ici on en ait envie ou pas, il nous amène à faire l'expérience de situations qui seront, effectivement, ce que vous disiez, cette nourriture de notre transformation intérieure. Et vous dites que ces situations, elles sont d'autant plus efficaces en général pour notre évolution et notre croissance personnelle qu'elles sont inconfortables. Mais oui, parce que nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes des êtres de recherche de confort et de facilité. Donc tant que nous avons ce confort et cette facilité, en dehors de quelques individus hors normes, nous allons avoir tendance à essayer de les préserver. Or, il y a, comme en toute chose, des phases de croissance nécessaires. Et lorsque nous arrivons à ces phases de croissance nécessaires et que nous avons du mal à vouloir enclencher ce que ça veut dire, c'est-à-dire la nécessité à changer un certain nombre de référentiels, eh bien, il se passe un phénoménal, qu'il soit physiologique ou qu'il soit environnemental, qui va nous bousculer, qui va nous interpeller, qui va nous conduire à redevoir devenir vigilants et reconduire de la conscience dans certains pans de nous-mêmes où nous avons sans doute oublié de la conduire. Et c'est un vrai processus, c'est un vrai c'est un vrai jeu et un vrai challenge, parce que évidemment que nous sommes issus d'une culture dans laquelle ce qui est inconfortable, entre guillemets, c'est le mal. Donc ça doit être quelque chose qui doit être proscrit. Mais peut-être bien qu'il faut réintégrer cette notion que nous connaissons à travers nos corps physiques, c'est que si nous faisons de l'activité physique et du sport pour nous maintenir en bonne santé, eh bien ça produit des courbatures. Et que donc ces courbatures, c'est-à-dire cet inconfort, n'est pas la signature de quelque chose qui nous veut du mal, c'est juste la signature que nous sommes en train d'éliminer un certain nombre de toxines et que nous sommes en train de faire ce qui convient pour que notre corps continue à être en bonne forme. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que cette notion d'inconscient collectif qui nous interpénètre en permanence,
elle implique que nous sommes tous responsables de la façon dont l'humanité et le monde évoluent, que finalement chacune de nos pensées, de nos actes, a une incidence directe sur l'état du monde. Et vous dites, chaque pensée négative salit l'humanité au même titre que chaque papier négligemment jeté par la fenêtre salit la Terre. Oui, c'est difficile d'être plus clair et d'être plus précis. Si nous acceptons l'idée proposée par Jung, que notre inconscient individuel est interpénétré par un inconscient collectif qui regroupe l'ensemble de l'humanité, et que cet inconscient collectif qui regroupe l'ensemble de l'humanité interpénètre notre inconscient individuel, il y a donc une sorte d'intrication, comme on dirait pour employer un terme de physique quantique. Parce que cet inconscient collectif, ce n'est pas la somme des inconscients individuels, c'est tout à fait différent. Alors, il y a la somme des inconscients individuels présents dans l'inconscient collectif, mais qui lui-même est une matrice dans laquelle les notions de temps et les notions d'espace n'existent pas. Et que par conséquent, ça n'est pas juste la somme des inconscients à un instant T individuels à un instant T, mais c'est la somme de tous les inconscients individuels de tout temps. Passé, présent et futur. Et de tout espace. Et là, on commence à rentrer dans des concepts qui sont assez vertigineux, bien évidemment. Mais il semblerait bien qu'il y ait là quelque chose qui est à voir. J'utilise aussi pour expliquer ça une image qui est celle de la goutte d'eau. Et qui, un peu comme si une goutte d'eau qui appartient à l'océan, tout en appartenant à l'océan, gardait sa conscience de goutte d'eau. Et donc, on voit déjà cette interpénétration. Et puis, à un moment donné, pour des questions de température, ou etc., il va y avoir une évaporation qui va faire que cette goutte d'eau va monter dans le ciel. Elle va constituer avec la vapeur de plein d'autres gouttes d'eau des nuages. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une précipitation. Elle va tomber sur le sol. Sur le sol, elle va s'imprégner de oligo-éléments dans le sol. Elle va nourrir des plantes. Elle va nourrir des insectes. Elle va se charger d'un certain nombre de choses. Et puis, elle va s'écouler. Elle va retourner à l'océan. Cette goutte d'eau qui, à un moment donné, est tombée et a nourri un certain nombre de choses, a apporté quelque chose de l'inconscient collectif, mais du fait de son trajet, de tout ce qu'elle a expérimenté, quand elle est revenue à l'océan, elle est venue apporter à l'océan les éléments qu'elle avait rencontrés sur son chemin, qui peuvent être des oligo-éléments, qui peuvent être de la nourriture, qui peuvent être de l'engrais, qui peuvent être, etc., mais qui peuvent aussi être des pesticides. Et c'est-à-dire que de ce dont nous nous nourrissons et nous sommes porteurs, eh bien, nous allons apporter quelque chose dans le champ de l'inconscient collectif. Et un peu à l'identique de nos comportements qui n'ont aucune conscience de la conséquence de leurs gestes, je jette un papier par la fenêtre de ma voiture ou sur le trottoir, et bien de la même manière, les manières dont je pense et la manière avec laquelle je nourris mes profondeurs va aussi nourrir l'inconscient collectif et va avoir une responsabilité monstrueuse. Alors vous donnez d'ailleurs un exemple qui illustre, alors cette fois-ci à une autre échelle, mais qui illustre la façon dont cet inconscient collectif nous imprègne, c'est lorsque vous évoquez la question du transgénérationnel, c'est-à-dire la façon dont certains schémas, certaines blessures ou certains secrets familiaux se transmettent souvent inconsciemment de génération en génération finalement. Ben là, on est sur la manière avec laquelle des champs mémoriels peuvent être transmis. Alors, nous avons peut-être tous oublié, mais nous sommes porteurs en nous de mémoire de l'époque de Cro-Magnon. C'est-à-dire chaque champ cellulaire originel de nous, qu'on prenne ça à travers l'analyse génétique, qu'on prenne ça à travers l'analyse épigénétique, qu'on prenne ça à travers les champs de la psychologie, toujours est-il que nous sommes porteurs de mémoire. Certaines techniques d'expansion de champ de conscience permettent de découvrir ces mémoires et de se rendre compte. Certains exercices permettent de révéler des choses qu'on a engrangées pendant la période et la phase intra-utérine. Mais on rencontre aussi de temps en temps des mémoires qui sont particulièrement troublantes et qui semblent venir de bien ailleurs. Et puis, effectivement, au cours de certains traitements, par exemple psychothérapeutiques par certains spécialistes, il arrive et il émerge que des secrets de famille, mais on peut dire éventuellement peut-être des choses qui n'ont pas été dites, mais qui ont peut-être été transmises quand même sans que la personne en ait conscience. On pourrait le limiter à cela. Mais à nouveau, revenons à l'inconscient collectif. Jung a constaté quoi? D'où est-ce qu'il a développé cette notion? Des malades mentaux qui étaient malades mentaux depuis la naissance, depuis la petite enfance, donc à qui on n'avait rien pu apprendre. Dans leur délire, citaient des éléments appartenant à la mythologie gréco-romaine, etc. Ils avaient des grands archétypes, et c'est de là qu'il a développé sa notion d'archétype. Et que donc nous sommes sans doute porteurs
de champs mémoriels dont nous ne maîtrisons pas obligatoirement l'origine et qui peuvent être des imprégnations. Et il y a des lignées familiales qui portent un certain nombre de champs fondamentaux et qui transmettent et qui, à un moment donné, vont avoir des conséquences. Donc, il y a des lignées de pathologie dans des familles, il y a des lignées comportementales dans des familles, il y a des choses qui réémergent et des personnes qui vont faire simplement des études d'arbres généalogiques et qui vont s'intéresser à la vue de bisaïeuls ou d'ancêtres encore plus anciens, vont découvrir qu'ils se comportaient ou avaient eu des pathologies qui étaient celles qu'ils avaient retrouvées chez un grand-père, chez un père, etc. Et que par conséquent, dans les champs mémoriels d'un individu, il n'y a pas que la mémoire du temps de l'ici et maintenant, mais il y a aussi sans doute une mémoire qui est consubstantielle à l'origine même de l'individu, jusque dans ses racines qui sont les racines même de l'humanité. On a un concept en médecine traditionnelle chinoise qui explique ça, qui s'appelle le yuan-chi, qui s'appelle l'énergie ou l'énergie originelle ou primordiale, et qui semble dire que lorsque nous venons nous incarner dans le monde de l'ici et maintenant, nous sommes porteurs d'un bagage, ce qui permet de comprendre la différence qu'il va y avoir entre deux enfants, issus des mêmes parents. Le spermatozoïde et l'ovule transmettent quelque chose. Ça s'appelle l'hérédité. Les deux parents, avec leur propre mémoire, transmettent quelque chose. Ça peut s'appeler le transgénérationnel. Mais ce qui est troublant, c'est de réfléchir et de se dire, mes deux enfants des mêmes parents et nés à des temps très très proches vont pourtant développer des différences. D'où vient cette différence? D'où vient cette différence de comportement ou d'interprétation des vécus et d'interprétation du réel? Qu'est-ce qui fait que l'un des deux enfants sera imprégné par des mémoires transgénérationnelles alors que l'autre pas du tout et qu'il réalisera un certain nombre de choses totalement différentes de ce premier enfant? Et que donc derrière ça, peut-être que le fil de l'âme qui nous relie à cette essence même originelle de tout qui peut s'appeler l'esprit ou la conscience, eh bien il est porteur de ces champs mémoriels et que la manière dont nous lui ouvrons la porte vont faire qu'il se réalise ou qu'il ne se réalise pas. Alors ces notions d'ailleurs d'inconscient et de transgénérationnel posent aussi la question de savoir comment ces mémoires ou ces vécus psychiques peuvent se traduire dans le corps humain et avoir une incidence sur notre santé physique. Vous donnez un premier élément de réponse à travers l'étude de l'effet placebo, donc mécanisme que la science ne parvient pas à expliquer pour l'instant, mais qui peut avoir un effet très puissant. Oui, mais c'est devenu tellement un classique même que le placebo est obligatoire dans le fait expérimental, scientifique. Donc on fait des essais cliniques, par exemple. Les essais cliniques se font toujours avec ce qu'on appelle un double aveugle, et se font toujours avec une partie du panel qui va avoir ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un médicament non agissant, ou un protocole opératoire non agissant, pour comparer avec le groupe qui, lui, va avoir le vrai médicament ou le vrai protocole scientifique. Et là, il se passe des choses absolument troublantes. Même pour des pathologies et pour des faits expérimentaux, comme par exemple ce qui s'est passé pour une étude qui avait été faite sur le Parkinson, où on utilise une aiguille très fine qui est mise au niveau du cerveau pour relancer la production de dopamine. On prend un panel d'un certain nombre de personnes, divisé en deux. Toutes les personnes vont subir, entre guillemets, soi-disant, le processus expérimental. La tête est enserrée dans un système qui la bloque. On va leur raser le crâne, on va ouvrir le crâne, donc avec une anesthésie locale, etc. Et il y a la moitié du groupe où on va mettre réellement l'aiguille, l'autre moitié, on ne met pas l'aiguille. Mais l'autre moitié ne le sait pas. Et ensuite, on fait revenir les personnes, on referme, on recoud, etc., etc. Les résultats sont à peu près équivalents entre les deux groupes. Au niveau de l'efficacité. Au niveau de l'efficacité par rapport au Parkinson. Et par conséquent, c'est très troublant. On voit bien qu'il y a quelque chose là, autre que la mécanique, qui agit et qui soigne. Alors qu'est-ce qui soigne en nous? Placebo, ça veut dire « je plairai ». Alors est-ce que c'est la conviction, la tranquillité, la foi, la confiance, la puissance de l'image du soignant, quel que soit cela, on voit bien que de toute façon, quelle que soit la manière dont on nomme ça, c'est le psychisme et c'est l'esprit qui, chez l'individu, va être le principal thérapeute et le principal agissant. Et là, après, on va pouvoir étendre ça. Et c'est ce que j'essaye d'éclairer, notamment avec des faits aussi troublants que ceux qu'on appelle les rémissions spontanées ou les EMI.
Oui, il y a effectivement des exemples qui sont assez troublants là-dessus. Vous parlez aussi de l'effet inverse, hein, c'est-à-dire l'effet nocebo. Nocebo. Donc vous dites d'ailleurs que selon le psychiatre américain Arthur Barsky, il concernerait près de 1 personne sur 4. Oui. Et là, qui peut avoir des effets aussi très puissants, mais qui vont dans le sens inverse, donc qui peuvent être tout à fait destructeurs. Bien sûr, ce sont les cas signés par le professeur Bernie Siegel, qui est un cancérologue américain, entre des gens à qui on avait commis une erreur de diagnostic et qui ont fini par déclencher la maladie parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient malades. Et que donc l'effet nocebo, c'est le moment où une injonction va être tellement puissante et porteuse d'une tuile négative qu'elle va finir par produire le résultat. Et c'est absolument incroyable jusqu'où l'esprit peut aller dans ce champ-là. J'y cite une expérience qu'avait rencontrée Alain Bombard avant de partir faire ses expériences de survie en mer, avec un contrôleur de train anglais qui, parce qu'il était persuadé qu'il était enfermé dans un wagon frigorifique en marche, est mort de froid. Ah oui, ça c'est une anecdote incroyable. Alors que le frigo n'était pas en marche. Et que donc, il y a une vraie question autour de ça. Et évidemment que on se sert beaucoup du placebo, mais on devrait intégrer un petit peu plus, je pense, en médecine moderne, la notion du nocebo, parce que lorsqu'on assène des diagnostics un peu trop brutalement à des gens, ça peut avoir des conséquences qui soient des conséquences dramatiques. Oui, parce que justement, vous dites que en fait, alors bon, déjà vous précisez quand même que ces effets placebo et nocebo, ils ne fonctionnent pas avec la même intensité chez tous les individus. Hein. Ça, oui. C'est un peu propre à chacun. Oui. Certains, ils sont plus sensibles que d'autres. Et mais vous dites que justement cet effet nocebo notamment montre qu'il faut éviter d'ouvrir la porte aux projections négatives, hein, qu'elles viennent de nous-mêmes ou de notre environnement, des gens qui nous environnent. Et que c'est d'autant plus vrai quand ces projections négatives proviennent de personnes en situation d'autorité. Oui, d'une image référente. Évidemment, puisque l'impact d'une image référente, on retrouve à nouveau l'expérience de Milgram. L'injonction venant d'une figure de l'autorité va avoir un impact sur une personne qui est plutôt sensible à ça, beaucoup plus fort que celle de n'importe quelle autre personne. C'est-à-dire que même en cas de pronostic sombre, dans le cadre d'une maladie grave, par exemple un cancer, je crois que vous dites aussi qu'il ne faut pas oublier que les pronostics sont des probabilités. Oui, c'est le docteur Bernie Siegel qui dit ça. Hein. Il a une phrase magnifique dans un de ses livres, et il dit « Le diagnostic n'est pas le pronostic ». Et que donc, effectivement, même jusqu'au dernier moment, et à nouveau les rémissions spontanées, les EMI, ils démontrent ça, jusqu'au dernier moment, il y a toujours quelque chose qui est possible. Personne n'a la clé de qu'est-ce qui fait que ça fonctionne comme ça ou pas. Mais il n'y a jamais un pronostic qui est totalement définitif. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le prendre pour autre chose finalement qu'une probabilité, mais pas comme une vérité immuable et définitive. Voilà. Ouais. C'est une probabilité plus ou moins forte, et parfois elle peut être extrêmement puissante et extrêmement forte, ce que la statistique démontre, mais ça n'est que de la statistique. C'est-à-dire que même si 99% des gens dans telle situation, par exemple, vont mourir, ça veut dire que 1% des gens dans la même situation ne va pas mourir. Donc on ne peut jamais totalement et définitivement asséner quelque chose de définitif. En revanche, où va-t-on aller chercher la ressource? Ça, c'est la vraie question. Et c'est là en cela où moi je pose cette idée fondamentale que c'est peut-être bien dans la réconciliation, dans la restructuration, dans la reconquête, dans la réouverture de la porte à ce que j'appelle la conscience avec un C majuscule, qu'il y a peut-être une piste intéressante pour comprendre ces phénomènes aussi intéressants que ces phénomènes où des personnes qui étaient condamnées sont redevenues complètement guéries et saines. Oui, parce que vous dites que l'effet nocebo, d'ailleurs, pour vous, c'est la signature de la coupure de l'être avec son âme, avec sa confiance, et de la perte de la confiance en la vie aussi, finalement. Oui, c'est une rupture du lien à soi. Et alors, donc justement, pour mieux comprendre ces relations entre corps et esprit et les processus qui conduisent finalement à un déséquilibre psychique, à se manifester sous forme matérielle, à s'engrammer, à se transcrire en maladie, vous dites que nous devons effectivement élargir notre regard sur l'être humain et sur la vie. Et c'est là où notamment vous revenez aussi sur la vision des cultures orientales, hein, la vision du monde, la vision du réel que portent ces cultures, et notamment celles qui sont développées à travers la médecine traditionnelle chinoise.
Oui, dans l'idée qu'il y a un concept fondamental en médecine traditionnelle chinoise qui s'appelle les entités viscérales, qui est un concept qui dit très fondamentalement et très précisément que chaque pan de notre organisme et de notre corps est porteur d'un pan de notre conscience. Et qu'au moment où l'individu s'incarne, la conscience qui vient s'incarner, elle va investir et venir remplir l'intégralité des cellules qui vont constituer le corps. Et que la maladie va commencer à apparaître dès qu'il va y avoir morcellement et rupture de ce lien avec les champs de conscience dans des zones qui sont les zones qui sont en souffrance. Et que la réconciliation et la capacité à reconduire de la conscience dans les parties de ce corps est quelque chose qui est fondamental pour participer au processus de guérison. Et donc on a un vrai concept de fond, on a un vrai concept dans lequel le subtil, le non-visible, redevient un acteur fondamental et redevient peut-être même l'essence même du retour à une source fondamentale, qui est celle peut-être du processus de vie qui s'appelle la conscience avec un C majuscule, c'est-à-dire la reconnexion avec cette verticalité qui nous nourrit. Oui, parce que vous dites aussi que pour les cultures orientales, en fait, finalement, notre univers, il est vibratoire, il est énergétique, et donc toute chose est à la fois l'expression et la concrétisation de l'énergie, finalement. Oui, ce sont les notions de yin-yang, ou si on veut parler en termes occidentaux, ce sont les fameuses notions du particulière et de l'ondulatoire, qu'on retrouve avec la physique quantique, et qui semble montrer que toutes les particules ont ces deux composantes. Une composante fréquentielle et vibratoire, une composante de densité et de matière. Et la grande difficulté, c'est ce que la physique quantique avait rencontré, dans le fait que vous ne pouvez pas mesurer la masse d'une particule ou sa vitesse simultanément. Vous faites ou l'un ou l'autre. Et finalement, l'Orient ne nous dit rien d'autre par rapport au yin et au yang. Nous pouvons être dans l'horizontalité et la densité, ou nous pouvons être dans la verticalité. Et c'est notre capacité à osciller entre les deux et à les concilier en permanence qui va faire que nous allons être en état d'harmonie, en état d'équilibre. Et c'est notre rupture à l'un des deux qui va faire que nous allons être en état de déséquilibre. Et alors, vous parlez aussi de cette vision finalement portée par l'Orient, cette vision karmique aussi de l'existence humaine, qui est aussi le support derrière de tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, c'est-à-dire que la vie ne se limite pas à une incarnation terrestre, et finalement, on considère que la vie sur Terre est un peu comme une école dans laquelle nous viendrions pour apprendre un certain nombre de leçons. Oui, c'est-à-dire que pour les orientaux, la vie, c'est pas ce que nous appelons la vie, et qui n'est que l'existence. Tout ce que nous appelons la vie, c'est ce qui est entre ce point qui s'appelle la naissance et ce point qui s'appelle la mort. Mais ça s'appelle l'existence, c'est ce qui est entre ces deux pôles. La vision de l'Orient, c'est de concevoir et d'envisager qu'il y ait quelque chose avant et qu'il y ait quelque chose après. Et là, il y a toute une conceptualisation autour des notions de ce qu'on appelle le ciel antérieur et le ciel postérieur, et qui semble s'articuler autour d'une idée fondamentale qui est que dans des champs subtils, dont nous n'avons pas conscience, auxquels nous n'avons pas accès, mais à un moment donné, quelque chose, un esprit individuel, la goutte d'eau de l'océan dont je parlais tout à l'heure, va décider, quelles qu'en soient les raisons, de venir s'incarner pour réaliser un certain projet de vie. Et à partir du moment où elle a décidé ce choix d'incarnation, elle va se mettre en situation d'avoir les moyens pour pouvoir le réaliser. Et une fois qu'elle a fait ses choix et qu'elle a choisi ses moyens, elle vient s'incarner dans le temps de l'ici et maintenant, pour réaliser dans ce que ces philosophies appellent le ciel postérieur, ce champ et ce chemin de vie qu'elle a décidé de venir réaliser. Et que, à la fin de ce chemin, le moment de la mort, comme la goutte d'eau qui retourne à l'océan, l'esprit individuel, l'âme, retourne dans cette espèce de chaos océanique qu'on appelle le ciel antérieur, dans lequel sont présents tous les esprits qui, tout en participant à un espèce de collectif, continuent à garder leur mémoire individuelle. Ce qui fait que dans un champ suivant de réincarnation, ils vont venir porteurs de mémoires, qui sont des mémoires de choses déjà déréalisées, etc., etc. On est dans un continuum permanent, et qui est la vision et qui est la philosophie karmique du rapport à la vie et au vivant. Oui, alors toute la difficulté étant qu'une fois incarné, l'être humain ne se souvient plus des raisons qui l'ont amené à vouloir faire l'expérience de cette vie sur Terre, et tout le travail justement, enfin en tout cas une grosse partie du travail consiste à retrouver le chemin de cette conscience originelle, finalement, à reconquérir cette mémoire perdue, à revenir à l'origine et à l'authenticité première en fait. C'est à la fois de reconquérir cette mémoire de ce qu'on est venu incarner, mais c'est également aussi de réaliser ce qu'on est venu incarner.
Et que donc c'est un vrai process, et c'est en cela où l'image de la vie école est intéressante, parce que ça se passe en fait comme une école. Il y a des classes, et puis il y a des classes et des moments où il faut travailler, puis il y a les récréations où on peut s'amuser, et puis il y a les moments où il y a les contrôles continus, et puis il y a les phases où il y a des examens un peu plus poussés, et puis etc. etc. Et donc On peut redoubler. voilà. Et l'individu qui a eu du mal à apprendre une leçon ou à réaliser quelque chose, ben, évidemment, il peut être conduit à devoir redoubler, etc. On est dans un processus qui finalement présente une cohérence qui n'est pas inintéressante sur la façon dont la vie peut être conçue. Et vous dites d'ailleurs aussi qu'il n'y a pas du tout d'aspect punitif, parce que c'est vrai que en Occident, on pourrait voir effectivement un peu ça aussi, cette notion de karma comme une notion un peu culpabilisante, mais vous dites que c'est pas du tout ça. Le redoublement à l'école n'est pas une punition, c'est juste le résultat de ce qui a été fait ou pas fait avant. Donc c'est la sanction. C'est une sanction, mais pas sanction dans le sens punition. Voilà, exactement. C'est une facture, voilà. C'est la sanction de votre niveau à un instant T par rapport à... Voilà. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce que vous dites aussi, c'est que cette philosophie orientale, cette vision karmique de l'existence humaine, elle considère que tout comportement en harmonie avec les lois fondamentales de la vie dans notre univers produira un état d'équilibre et inversement, tandis que en fait toute attitude qui va à l'encontre de ces lois produira un déséquilibre et donc potentiellement derrière une maladie. Voilà, de la tension, de la souffrance, du malaise, du mal-être, voire la nécessité redoublée. Et vous dites d'ailleurs, vous avez une citation aussi intéressante dans votre livre, le philosophe chinois Mencius, je crois qu'on appelle aussi Mengzi, qui disait ce n'est pas le ciel qui tranche prématurément le fil de la vie des hommes, ce sont les hommes qui, par leurs égarements, s'attirent eux-mêmes la mort au milieu de leur vie. Oui. C'est difficile de rajouter quelque chose. C'est très précis, très clair, même si ça n'est pas obligatoirement agréable à entendre. Mais c'est vrai que nous sommes les enfants d'une culture qui externalise la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est ça, on est dans une société finalement où la responsabilité individuelle n'existe plus beaucoup. En tout cas, elle n'est pas valorisée. Nous sommes victimes. Le processus de l'acceptation de cette notion de victime, il est dramatique parce qu'il nous désapproprie de nos moyens pour faire que ça change. C'est pour ça que vous parliez de survie tout à l'heure, là vous parlez de victime, finalement, on voit le lien entre les deux. C'est ça. On n'est plus que l'ombre de nous-mêmes en réalité par rapport à ce que nous pourrions être. C'est ça, nous sommes dans ce qu'on appelle aussi la survivance. Donc voilà, on essaye de préserver certaines innéités, on essaye de préserver certains éléments basiques et fondamentaux, mais cela génère que de la frustration, de l'insatisfaction et puis un sentiment de vacuité. Oui, une forme de désespoir aussi. Oui. Alors, vous avez un peu évoqué tout à l'heure ces fameuses expériences de mort imminente. D'ailleurs, Fabienne Raoul, donc, qui a écrit la préface de votre livre, a elle-même vécu une EMI il y a plusieurs années, ce qu'elle raconte aussi dans un livre. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, hein, et finalement ce qu'on peut en tirer finalement comme... Alors une expérience de mort imminente, c'est une expérience très particulière, c'est-à-dire que la personne est morte cliniquement. Il y a donc eu un arrêt du cœur, il y a eu un arrêt des fonctions cérébrales pendant un temps donné, etc., qui fait qu'elle est déclarée morte clinique. Un certain nombre de personnes qui ont vécu cet état-là sont revenues. Et ce qui est interpellant et profondément interrogeant, c'est que ce qu'elles ramènent comme type de vécu et comme souvenir de cette phase dans laquelle elles étaient entre guillemets mortes, a des similitudes absolument troublantes, et qu'en particulier un élément et un facteur central va permettre de comprendre peut-être ce qui se passe souvent avec des personnes qui vivent ces expériences de mort imminente et qui, avant leur mort, étaient atteintes d'une pathologie incurable. Les personnes qui ont vécu les EMI, qui avaient ces pathologies incurables ou ces pathologies très graves, c'était d'ailleurs le cas de Fabienne Raoult, quand elles sont revenues guéries. Et il y a donc là un vrai mystère, il y a donc là il y a une gifle pour la science horizontale. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, dans un autre de ses livres qui s'appelle « Ces guérisons qui défient la science », Fabienne Raoult cite un certain nombre de cas qui sont absolument troublants. Qu'est-ce que c'est qui fait que des personnes qui vont mourir et reviennent
reviennent dans un corps sain alors que celui-ci était malade, voire condamné. La seule trame commune qu'on trouve, c'est ce qui a été rencontré quand elles sont passées de l'autre côté. Elles ont tout un cheminement, elles décrivent un certain nombre de choses, mais elles rencontrent toute une chose centrale, commune, qui s'appelle un ressenti et un vécu de ce qui s'appelle l'amour inconditionnel. Et dont ils ont d'ailleurs du mal à décrire ce que ça peut être, tellement c'était quelque chose de vaste, de plein, de nourrissant, d'envahissant, de béatifiant presque, hein, de ce qu'on appelle les ravis, même à un moment donné, dans certaines visions mystiques. On est presque dans une expérience mystique. Et donc on peut s'interroger sur, y est-il quelque chose autour d'une notion d'amour inconditionnel qui puisse être mis en lien avec le fait de guérir? Est-ce que l'émergence, le ressenti ou le vécu d'un amour inconditionnel produisent un effet tellement pacifiant chez l'être dans son âme que quand elle revient, elle résout les conflits qui étaient ceux de l'expression de l'âme qui s'appelle le corps? Et qu'il y a peut-être là une clé, qui est une clé à investiguer. Et que j'étends d'ailleurs au-delà des personnes qui font des EMI, à toutes les personnes qui font des rémissions spontanées. Et je cite là le cas et l'histoire de mon père, comment il a guéri de façon spontanée d'un diabète insulinodépendant depuis un certain nombre d'années, parce qu'il se retrouvait dans un contexte dans lequel le vécu qui a été le sien lui a permis de retrouver ce qu'on appelle la paix profonde, au plus profond de lui-même. La paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est sans doute un horizon ou une conquête que nous avons tous besoin de faire, parce que finalement, les petits mois internes ont du mal à être en paix à l'intérieur de nous. D'ailleurs, alors on va parler de cette question du moi interne. Vous parliez de Fabienne Raoul, effectivement, alors, que nous avions interviewé justement au sujet de son livre « Ces guérisons qui défient la science ». Et je me souviens que pendant cette interview, elle m'avait dit que pour elle, l'amour est la base de tout. Et que c'est ce qu'elle avait compris, notamment en faisant cette EMI. Et on a aussi plusieurs expérienceurs, hein, plusieurs personnes qui vivent des EMI, qui rapportent finalement avoir compris pendant cette expérience quelle était leur mission, justement, leur mission de vie, leur chemin de vie, entre guillemets, sur Terre. Et qui, une fois revenus ici, ne s'en rappellent plus non plus. Ce qui rappelle un petit peu ce qu'on disait sur le karma. Mais parce que quand on est dans ces champs-là et qu'on touche à cet amour inconditionnel, je pense qu'on va rencontrer ces dimensions de cet inconscient collectif, entre guillemets, même si là le nom devient vulgaire. Mais c'est-à-dire de cette dimension absolue où quand on va à la rencontre de cela, on perçoit et on comprend ça. Ce sont tous ces moments où parfois même nous, on s'assied au bord d'une plage, on regarde un coucher de soleil et on a une impression de sentir et de comprendre le monde. Ces espèces de moments fugaces dans lesquels on retrouve une conscience qui, et à ce moment-là, on a un sentiment physique, on a un ressenti physique, on a de la chair de poule, on a le cœur qui s'accélère, on a de la rougeur qui vient au visage. On a un ressenti fondamental, et cette réconciliation-là, c'est celle qui, parce qu'elle nous permet de toucher à cet absolu, et celle qui effectivement nous remet en lien avec ce qu'est notre mission d'être. C'est-à-dire déjà d'être un être droit. Parce que quand on est un être droit, eh bien, on montre à tous ceux qui auront envie, et qui oseront, ou qui voudront faire l'effort de nous regarder, de montrer qu'on peut se tenir droit. C'est cette notion d'exemplarité que vous évoquez aussi voilà. dans le livre. Mais d'ailleurs, ce que vous disiez justement sur le fait que ces moments qui sont rares et fugaces, où on a l'impression finalement de comprendre quelque chose que nous ne comprenions pas du tout, qui nous échappait totalement, c'est une compréhension, une connaissance qui ne passe pas du tout par l'intellect à ce moment-là. C'est très différent. C'est le cœur, c'est la conscience du cœur. Celle qui n'a pas d'a priori, qui accepte et qui accueille et qui reçoit. C'est viscéral, enfin c'est une compréhension. C'est viscéral, et puis c'est d'une amplitude qui n'est... L'intelligence du cerveau, elle a besoin que ça rentre dans des cases. Et il a besoin que ce le soit cœur s'en fout de ça. De l'expliquer. Ouais. Oui, bien sûr. Lui, il est capable d'être dans cet accueil inconditionnel. C'est cette notion de l'amour inconditionnel. Là, d'ailleurs, c'est la formule de Pascal, je crois, le cœur a ses raisons. Que la raison ignore. Bien sûr. Très belle conclusion. Et alors, vous parliez aussi du rôle de l'ego.
du fait, en fait, de la façon dont la civilisation occidentale, justement, s'est arrimée à cette conception qui repose autour de l'ego, qui est une conception, justement, matérielle des choses, qui considère que le conscient prime sur l'inconscient, que le manifesté prime sur le non manifesté, etc. Oui. Mais c'est toujours cette idée du fond que finalement, vous savez, on dit en médecine chinoise, le ciel ordonne et la terre exécute. Les champs du subtil ont sans doute une prévalence sur les champs de la densité. Et que donc à l'intérieur de ça, tous les différents concepts vont répondre de cette même logique de fond. Et que les champs du subtil et de la profondeur, donc notamment de l'inconditionnalité, de l'appartenance à quelque chose de global, c'est peut-être ça l'amour, eh bien c'est ce qui commande et ce qui initie tout. Et alors, dans la dernière partie du livre, donc, qui est consacrée aux sources de la guérison, vous expliquez que ce processus de guérison, il implique plusieurs dimensions de l'être humain, notamment son corps, son âme et son esprit. Et vous proposez l'image d'un scaphandrier pour illustrer justement la façon dont ces trois composantes sont connectées. Oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est le scaphandrier à l'ancienne, c'est-à-dire les scaphandres qui avaient un tuyau qui les reliait à la surface, où il y avait une pompe qui envoyait l'air. Et on peut faire une espèce d'analogie avec le fait que le scaphandrier dans son corps physique, c'est notre corps physique, notre réalité, que ce qui habille ce corps physique, c'est ce qu'on appelle le moi. Le scaphandre qui est autour, c'est ce qu'on peut appeler le soi, c'est celui qui permet d'avoir une distance avec le corps, mais où il y a de l'air qui permet la vitalisation. Que le tuyau qui remonte vers le haut, c'est l'âme, parce que l'âme, c'est le fil qui relie justement l'individu dans ses champs les plus subtils avec cette notion de l'esprit qui est l'essence même de là où on vient, et que le milieu aquatique dans lequel il est, avec sa résistance à l'avancement et à la progression, et ce qui se passe et ce que nous vivons et ressentons dans le monde de l'horizontalité et de la densité, où les choses sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus progressives, et beaucoup moins faciles et simples que dans le milieu aérien où tout est possible. D'ailleurs, c'est aussi, pour reboucler avec les EMI dont on parlait tout à l'heure, dans les témoignages qu'on a, on a aussi des gens qui quittent leur corps, il y a une décorporation à ce moment-là, qui racontent par exemple qu'ils se voient allongés en train d'être opérés par des médecins et qui décrivent très précisément les procédures, et qui expliquent justement que le fait d'être en dehors de son corps est une sensation particulièrement agréable, d'être dans cet univers aérien, de ne plus avoir d'obstacles. Quand la personne l'accepte, parce que quand c'est quelque chose qui n'est pas accepté par la personne, c'est très inconfortable. Oui, après, les EMI, effectivement, il y a toute une palette. On insiste beaucoup sur les aspects positifs généralement. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des EMI négatifs, donc c'est plus nuancé aussi, effectivement. Et à contrario, on a aussi des témoignages qui, quand la personne revient dans son corps, qui expliquent que c'est une sensation assez désagréable. Oui. Et alors, dans cette dernière partie sur les sources de la guérison, vous insistez beaucoup sur l'âme. Vous dites que notre âme peut se polluer, qu'elle peut se salir, notamment avec toutes les petites compromissions que nous faisons tous finalement, au moins de temps en temps, les petits arrangements avec notre conscience justement. Et vous insistez sur la nécessité justement de nettoyer régulièrement, de purifier notre âme, de la dépoussiérer. Vous savez, je me pose souvent des questions par rapport à l'humanité d'aujourd'hui. L'humanité d'aujourd'hui trouve tout à fait normal de se laver les dents, de prendre sa douche et d'avoir une hygiène corporelle, et se pose aucune question par rapport à l'hygiène psychique. Qu'est-ce que je mets dans mon esprit? Que sont mes pensées? Elles sont nourries par quoi? Qu'est-ce que je fais rentrer à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce qui amène de la lumière ou de l'obscurité à l'intérieur de moi? Et que je pense que toutes les traditions du monde proposaient ça. Alors peut-être que ça ne nous a pas été très très bien vendu, mais ces moments où on allait rentrer dans la phase du sommeil, c'est-à-dire la phase nocturne où beaucoup de travail, de ménage se font à l'intérieur de nous. Pourquoi c'est le moment d'ailleurs, où l'inconscient prend le dessus. Ben oui, il prend le dessus, il va pouvoir commencer à faire son travail et son ménage. Sauf que si on y rentre en ayant des pensées qui sont plutôt des pensées obscures, il y a peu de chances pour que le travail de fond soit un travail qui soit un travail de clarté. Et que par conséquent, les traditions nous proposaient ce qu'on appelait des prières, ce qu'on appelait des méditations, ce qu'on appelait des retours sur soi, ce qu'on appelait des réflexions, ou à minima, l'idée juste d'essayer de se débarrasser un petit peu des tensions ou des stress du soir, de ce qu'on a pu éventuellement regarder à la télé, de ce qu'on a pu écouter à la radio, des soucis ou des contrariétés qu'on a pu avoir dans la journée, et que peut-être que 5 minutes, en prenant réellement, c'est une douche, parce que ça nous met à la masse et ça nous nettoie, c'est quelque chose déjà pas mal, mais qu'on en profite en plus à l'intérieur de soi pour essayer de ramener un petit peu de lumière, c'est-à-dire de penser à des choses qui sont des choses entre guillemets positives,
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? La beauté d'un coucher de soleil, l'amour d'un enfant, le bonheur qu'on a eu à recevoir ou rencontrer un ami ou quelqu'un avec qui on a partagé des choses. C'est-à-dire quelque chose qui va nourrir l'être. Qui va le tirer vers le haut. Et pas le rétracter. Comme malheureusement les pensées, les stress, etc. le font chaque jour au quotidien. Oui, et puis d'autant qu'aujourd'hui, on est dans une société où vous parliez de films tout à l'heure ou d'émissions, on a beaucoup d'émissions, les télés en boucle, très violents, ou alors avec de la pornographie. Ou les informations en boucle en permanence où on ne vous propose que l'anxiogène. Même pour la météo. Et que par conséquent, il y a là quelque chose qui petit à petit finit par produire, en effet. Sauf que quand des choses se rétractent dans notre psychisme et dans notre âme, elles se rétractent aussi dans notre corps. Si elles se rétractent dans notre corps, eh bien, tous les flux vitaux vont moins bien fonctionner, moins bien circuler. Et petit à petit, ça va avoir un coût, ça va avoir une conséquence. Notre système lymphatique fonctionnera moins bien, notre système circulatoire fonctionnera moins bien, la circulation des informations en nous circulera moins bien, et que ça finira par avoir à un moment donné une conséquence. Alors la difficulté aussi, c'est que ce sont des choses qui s'installent lentement sur la durée. Donc la difficulté, c'est de s'en rendre compte aussi, puisque ça... Il ne faut pas attendre de s'en rendre compte, il faut mettre en place une systématique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs? Je ne me lave pas les dents quand je me rends compte que j'ai une mauvaise haleine. Je ne me lave pas les dents quand je me rends compte que je commence à sentir la transpiration. Je vais mettre de l'hygiène en place comme étant un système de rapport à moi, qui est un système dans lequel, par respect de ma réalité physique, j'ai une hygiène corporelle, par respect de ma réalité psychique, je dois avoir une hygiène psychique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, par exemple, pour favoriser cette hygiène psychique, pour pouvoir purifier, nettoyer notre âme plus facilement? Essayez de toujours aller vers le beau, vers le meilleur, vers l'excellence. Toujours regarder vers le haut. Toujours essayer de porter une pensée qui soit une pensée dans laquelle la vie puisse exister et s'exprimer. J'avais un ami même qui était dans l'informatique et qui disait « Mais tu sais, un programme, il fonctionne d'autant plus qu'en plus, esthétiquement, il est beau. » C'est-à-dire qu'il y a, derrière la beauté, il y a quelque chose qui élève, il y a quelque chose qui allège. La beauté, elle est dans la simplicité, dans la sophistication, dans l'exigence et l'excellence, mais dans la simplicité. C'est pas la complexité qui fait que quelque chose est beau. Ça peut être quelque chose qui est impressionnant, etc. Mais la complexité, c'est une question de densité, c'est une question d'horizontalité. Oui, c'est sa pureté, en fait, Voilà. Finalement, son côté aérien, léger, qui transparaît et qui donne cette impression de beauté aussi. Oui, et c'est cette espèce de capacité, à un moment donné, à laisser en nous l'essentiel et la beauté du vivant nous imprégner seulement. Nous faisons tellement de bruit à l'intérieur qu'il n'y a plus de place pour ça. Et quelle est la place, oui, c'est ça, justement, accordée à la beauté dans nos sociétés aujourd'hui? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Regardez ce qui se passe quand il y a des expositions qui sont des expositions absolument somptueuses. Vous avez des hectomètres, pour pas dire plus de queue. Donc il y a un vrai faim, il y a une vraie envie, il y a un vrai besoin. C'est ça qu'il faut apprendre à renourrir, c'est ça qu'il faut montrer aux enfants. Oui, c'est ça, ça nous ramène aussi au sujet de l'école, à l'éducation, puisque c'est important, effectivement, d'éduquer les enfants dans cette notion de beauté. Mais avant l'école, c'est dans le milieu familial, c'est déjà la première des responsabilités des parents. Mais je crois que d'ailleurs, même, vous parliez tout à l'heure de grossesse et de mémoire intra-utérine dont on pouvait se souvenir, mais je crois qu'on peut aussi, en faisant écouter par exemple de la musique classique ou des belles choses quand la femme est enceinte. Mais c'est la pensée socratique. Socrate, il pensait que si, par exemple, les femmes enceintes voyaient des choses belles, elles feraient des enfants beaux. Les femmes enceintes allaient se méditer dans les temples, devant les statuaires des dieux. Parce qu'on pensait que si elles voyaient des statues d'êtres beaux et forts, elles feraient des enfants beaux et forts. Et quelle est la place d'ailleurs accordée justement à la notion du beau dans la culture traditionnelle chinoise? Est-ce qu'ils ont une conception différente de la nôtre? Alors, en Orient, il y a deux grandes traditions de culture. Il y a la tradition japonaise, où la beauté c'est dans l'impur, Dans l'épure. Dans l'épure, oui, dans l'excellence poussée à l'extrême.
et où la Chine, c'est un peu plus baroque. On est plus proche du baroque italien, ou etc. C'est-à-dire, il y a une espèce de profusion, mais que cette profusion, elle prend toujours en compte la notion de l'élévation. Et donc, la beauté, elle va se trouver là-dedans. Alors, elle est dans la Chine à travers des couleurs, qui sont des couleurs qui impactent, qui sont fortes, etc. Elle est dans la reconstitution des éléments du naturel. On prend des pierres qui ressemblent à des vraies montagnes, etc. Et on fait ce genre de choses. Il y a cette profusion baroque chez les Chinois, alors qu'il y a une épure et une exigence extrême sur le fait que on trouve ça dans l'ikebana japonais, ces bouquets qui sont absolument somptueux, où il y a 3 éléments, simplement 3 éléments. Une tige, une feuille, une fleur. Et que, à travers ça, on arrive aussi à trouver le beau. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion du beau? Il y a le fait qu'en fait, quels que soient ces critères, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose qui élève l'âme et l'esprit. C'est quelque chose qui fait que l'être qui s'arrête devant une œuvre d'art dans cette culture, quels que soient ses critères, va y trouver du beau et quelque chose qui lui donne envie de s'approprier ça, mais ne serait-ce que par les sens et par le regard, de le garder en souvenir, d'acheter la carte postale, de prendre une photo, etc., etc. On va rarement avoir envie de prendre des photos de quelque chose qui est moche. On va plutôt avoir envie de prendre des photos de quelque chose qui est beau, parce que quelque part on se l'approprie un peu, et que finalement c'est une nourriture qui est une nourriture essentielle. Et est-ce qu'il y a des artistes occidentaux qui, pour vous, incarnent justement cette notion d'élévation propre à la beauté, qui l'ont transcrite dans leur œuvre? Alors, évidemment qu'on a tous les grands artistes de la Renaissance, et notamment la Renaissance italienne, entre autres, etc. De Vinci. Oui, de Vinci, Botticelli, Michel-Ange, etc. Mais il y a aussi cette excellence des artistes, notamment néerlandais, ces maîtres de la lumière qui étaient capables de rendre des atmosphères ou des impressions ou même des expressions dans des visages qui sont des tableaux qui sont absolument somptueux, qu'on trouve ça d'ailleurs chez le Caravage, chez Vermeer ou chez Rembrandt, etc., etc. Dans les artistes actuels et modernes, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'art moderne est sorti de ses canons et de ses critères fondamentaux parce qu'il a considéré que la véritable expression de l'art, c'était de sortir de ça et d'exprimer ce qui est au profond, inconscient, et donc ce qui est dans la pulsion, ou dans la perception de quelque chose qui impacte, ou etc. Oui, c'est dans le fait de flatter les sens aussi, enfin de parler au sens. Voilà. Et je pense que en fait, finalement, peut-être que l'essence du beau, c'est quoi? C'est ce qui, dans la chose, l'objet, l'œuvre ou la situation, sollicite chez vous le besoin d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Une transcendance, finalement. Cette espèce de transcendance, cette espèce de chose qui magnifie, en fait, ce qui est l'instant et ce qui est le moment. Donc, ce sont des choses très troublantes, qui peuvent se voir d'ailleurs dans un élément naturel, même. C'est-à-dire que ça peut nous pousser nous-mêmes à nous sublimer, en fait. Oui. Aussi. Bah dans ce temps-là, de toute façon, on se sublime. On est bien au-delà des préoccupations profanes et triviales du quotidien. Alors, pour revenir après ce petit aparté sur la toilette de l'âme, enfin, reboucler sur cette question-là, vous dites aussi dans le livre à ce moment-là qu'il y a une différence fondamentale pour vous entre soigner et guérir. Vous dites que c'est pas la même chose, que soigner, ça consiste à traiter la manifestation, le symptôme, donc là, ce que notre corps sait faire, alors que guérir, c'est pour vous, ça consiste à modifier les paramètres fondamentaux qui ont conduit à la maladie, et vous dites que seule l'âme est capable de faire ça. Seule l'âme est capable de faire ça, la reconnexion avec la conscience est capable de faire ça, et ça ne peut se faire que si l'individu donne du sens à ce qui lui arrive. Parce que c'est ça qui va lui permettre de détricoter les comportements qui ont conduit à l'état de déséquilibre et à la pathologie, et c'est ce qui va lui permettre d'accepter profondément le changement nécessaire. Et donc dans la notion du soin, il y a la diminution, voire la disparition de la douleur, la diminution, voire la disparition du symptôme. On traite la mécanique qui est concernée par ça. Dans la notion de la guérison, on remonte à la racine qui fait que la souffrance n'a plus sa raison d'être. Et qu'à partir de ce moment-là, elle se résout d'elle-même. Et je pense que c'est ça qu'on peut retrouver derrière ces EMI, cette rencontre avec l'amour inconditionnel, ou derrière la rémission spontanée.
C'est le moment où quelque chose fait que l'être a dépassé ce champ de la temporalité de l'ici et maintenant dans laquelle il souffrait, pour aller à la rencontre de cette espèce de champ incommensurablement vaste, qui s'appelle peut-être la vie avec un V majuscule, la conscience avec un C majuscule, et qui, de par cette réconciliation avec cela, revient dans le champ de la matérialité, mais en n'ayant plus les mêmes enjeux, et en ayant compris que la distanciation par rapport à eux était ça qui lui redonnerait la notion d'équilibre, parce que la vie reviendrait en lui. Et je pense que elle est là la clé peut-être de ça. Qui est quelque chose de difficile à faire aussi en Occident, où on a tendance à considérer à la fois la maladie et la guérison comme provenant finalement, comme liés à des facteurs extérieurs, hein, que ce soit l'environnement ou le hasard. Bien sûr, mais au-delà même de la question de la maladie, c'est ce qui fait qu'aussi à des moments donnés, vous avez pas mal d'Occidentaux qui ont besoin de tout lâcher, de partir. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils étouffent en fait. Ils étouffent, mais ce qui est très troublant, c'est qu'ils partent pas à Ibiza pour aller faire la fête. Ils partent dans des lieux qui sont des lieux reculés, où ils seront seuls ou tranquilles face à la nature, face à la vie, face à etc. C'est-à-dire dans un monde et dans un niveau de vécu dans lequel il va à nouveau y avoir de la place pour quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle la vie. Oui, vous dites en fait la véritable guérison, elle naît de la réconciliation de toutes nos dimensions, hein, corps, âme, esprit, et pour ce faire, on doit nécessairement faire la paix avec nous-mêmes, faire cette paix intérieure dont vous parliez. Et vous évoquez aussi le sens du pardon, qui pour vous est aussi quelque chose de très important, et notamment une condition. Vous dites que c'est une condition majeure pour parvenir à cette paix intérieure. Puis aussi finalement pour ensuite favoriser notre croissance. Hein. Vous parlez d'un moyen de croissance extraordinaire pour l'être, dont il lave l'âme et la cicatrise. Mais oui, c'est un cicatrisant de l'âme. C'est un cicatrisant de l'âme, et le pardon, il a cette caractéristique particulière qu'il n'est pas l'oubli. Ce n'est pas l'oubli, le pardon. C'est mettre la mémoire à sa juste place, en acceptant qu'il n'y aura pas de remboursement, ou il n'y aura pas de... Oui, la dette ne sera jamais remboursée. La dette ne sera jamais remboursée. Mais dans le sens où cette dette, à un moment donné, peut-être, va devenir en fait quelque chose qu'on va comprendre comme ayant été cette pierre sur le chemin, parce qu'elle nous a fait trébucher, et celle qui nous a ramené à la conscience de l'équilibre, et que ça a peut-être été en fait un fait révélateur. Oui, vous dites d'ailleurs que ce pardon, en fait, le fait d'accepter aussi de perdre un peu, c'est ce qui peut nous permettre de nous reconnecter à cet amour inconditionnel finalement. Mais c'est la condition sine qua non. Et vous parlez d'ailleurs de cette technique japonaise, hein, le kintsugi, qui a su ériger le pardon en art. Hein. Ah oui, on est vraiment au-delà, et ça n'a rien à voir avec le repentir occidental où on rectifie les erreurs. Sur un tableau. Ou quand une céramique est cassée, on essaye de cacher Là, c'est totalement différent. Une céramique qui a été brisée, on va la réparer, et on va la réparer avec donc de la feuille d'or. On va mettre de l'argile, etc. pour reconstituer les morceaux. On va imprégner ça avec des feuilles d'or. Ce qui fait que, au lieu de cacher la cicatrice, on la met en avant. On la sublime, là. On la met en exergue, on la sublime. Et ce qui fait que c'est assez troublant de voir ça. Il faut voir des images de céramiques qui ont été réparées par ce processus-là. Elles sont plus belles que l'original. Et que peut-être bien que ce qui fait la beauté d'un être, c'est cette capacité au kintsugi. C'est-à-dire, ce n'est pas l'absence de cicatrice, c'est le fait qu'elle soit refermée. Peut-être pour conclure cet entretien, quel est le point le plus important que vous aimeriez éventuellement que nos auditeurs retiennent? Si on pouvait résumer, je dirais, acceptons cette idée fondamentale que la vie est un risque à prendre. Et à partir de ce moment-là, donnons-nous simplement le droit de la vivre pleinement. Je crois que pour le reste, elle va suffire et elle va satisfaire à tous les besoins. Donc une forme de lâcher-prise aussi. C'est une lâcher-prise, mais c'est un lâcher-prise dans lequel ce qui éclaire le trajet devant, ça s'appelle la confiance. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ces sujets passionnants, Michel. Merci à vous. Merci à vous. Avec plaisir.